Merci. Merci aux organisateurs et en particulier à Hélène Cazot-Charles et Georges Saunier pour l'invitation et pour le parti pris, effectivement, d'avoir choisi de donner, grâce à l'INA, une place aux archives audiovisuelles tout au long de cette journée. Alors, il ne s'agissait pas, en tout cas de mon point de vue, d'introduire simplement de manière un peu ludique les thématiques des tables rondes, mais bien de rappeler que ce matériau médiatique a directement à voir avec la construction sociale de la réalité et par définition aux enjeux de sécurité dans l'espace public. Alors, je vais demander à Léo, à la technique, d'enchaîner la slide. Parfait, merci. Donc, quelques chiffres pour vous en convaincre. En 2018, vous voyez, les Français passent encore chaque jour 3h46 à regarder les programmes de télévision sur l'un de leurs 4 écrans, selon Médiamétrie. C'est dire si les représentations qu'ils se font du monde social sont encore très largement déterminées par la façon dont les médias, en particulier la télévision, toujours, même si les choses changent, couvrent les événements et traitent de ces sujets. Donc rapidement, en 3 temps, je vais vous présenter quelques éléments de réflexion sur le rôle des médias dans la construction des enjeux de sécurité dans l'espace public. C'est la slide suivante. Si les questions de sécurité semblent particulièrement présentes ces dernières années dans l'actualité, on le voit avec le cas des attentats, la crise des Gilets jaunes ou encore les ingérences des puissances étrangères dans les processus démocratiques, il me semble, en tant qu'historienne en tout cas, sur ces questions, qu'un détour, qu'un éclairage historique est nécessaire pour comprendre un petit peu d'où l'on vient et comment ces questions de sécurité sont venues aux Français. Alors, ça va faire 2 slides suivantes, du coup. Léo. Encore. Voilà. Donc, mon premier point, qui va peut-être paraître un petit peu évident, mais qui ne l'est pas historiquement, finalement, c'est-à-dire que pouvoir parler des questions de sécurité dans les médias est finalement, il me semble, un indicateur du niveau de liberté éditoriale des journalistes. Si on prend le cas de la télévision, encore la slide suivante, une institution donc, qui a été placée dès sa création sous le monopole de l'État, donc un petit peu comme les questions régaliennes, bien sûr. Cette télévision, il a longtemps été été interdit de parler des questions de sécurité, de faire écho aux moindres faits divers, comme en témoigne cette note, par exemple, que vous voyez ici retrouvée dans les archives nationales, qui a atterri un beau jour de 1961 sur le bureau du patron du journal télévisé, Pierre Sabag à l'époque, qui lui intimait de ne pas traiter d'un fait divers, et il s'agissait en l'occurrence de l'enlèvement du petit-fils de l'industriel Peugeot. En 61. Donc, globalement, jusqu'à la fin des années 60, dans un contexte de moralisation de la société, le pouvoir va exercer un contrôle politique étroit sur l'information télévisée en matière de sécurité. Les autorités, pour expliquer ce constat, craignent en particulier l'effet criminogène de ces récits médiatiques sur les publics et en particulier sur la jeunesse. On craint de promouvoir, de valoriser des contre-modèles à travers ces récits criminels au jeune public. Donc, quand, à partir des années 70, l'information criminelle va commencer à être davantage présente dans l'actualité télévisée, il faut d'abord y voir une conquête pour la liberté de l'information. Traiter un fait divers pour un journaliste dans les années 70, c'est d'abord faire la preuve, au fond, de sa plus grande indépendance à l'égard du pouvoir politique. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est une question... c'est la slide suivante, une question qui ressurgit de manière récurrente. Les médias déforment-ils la perception des réalités criminelles et des questions de sécurité? Et là, on change, voilà. Une rupture importante se joue dans les années 70, dans le contexte d'un durcissement de la manière d'appréhender les problèmes de sécurité, les réponses institutionnelles à y apporter. Dans un contexte également de crispation sociale et d'émotions suscitées par certaines affaires, je vous en ai mise quelques-unes ici à l'écran, Bruet en Artois, Christian Ranucci, à l'heure où la peine de mort menace encore, ou encore Patrick Henry, dont la mémoire collective a quelque peu tronqué le véritable message du présentateur de l'époque, Roger Gicquel, qui, au soir de l'arrestation du criminel, invitait surtout les téléspectateurs à lutter contre le sentiment de peur que leur inspirait ce meurtre d'un enfant. Donc jusqu'ici, le récit criminel s'articulait autour des émotions faits diversières. Et au début des années 70, un autre type de récit va apparaître, va émerger, plus objectivant, qui va se construire autour d'une nouvelle source pour les journalistes, les statistiques policières
statistiques de la criminalité qui sont, depuis 1972, donc désormais rendues publiques chaque année et qui sont le matériau d'une nouvelle façon de mettre en récit les questions de sécurité. Donc les perceptions des réalités criminelles vont désormais s'articuler entre un récit de l'émotion et un récit de l'objectivation. Et la combinaison de ces deux récits pouvant, au fond, alimenter effectivement les peurs collectives, mais aussi permettre aux citoyens de s'informer, de s'acculturer à ces questions de sécurité. Donc, c'est ma slide suivante. L'insécurité est une réalité perçue qui va se fabriquer aussi médiatiquement, comme à la belle époque, on le voit dans le couloir adjacent à travers l'exposition de Criminocorpus. Quand cette belle époque, avec cette presse illustrée, avait charrié ces figures repoussoirs à la une, dans les années 70, vous allez avoir, en particulier, au milieu des années 70, dans la presse écrite à droite en particulier, qui cherche notamment à infléchir la ligne libérale de Valéry Giscard d'Estaing, eh bien, on repère l'inauguration, les premiers sondages sur le sentiment d'insécurité. C'est le Figaro en partenariat avec la Sofres qui le lance en 1975, qui vont être renouvelés chaque année et qui vont être ravivés avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Ça, c'est le Figaro en 84, et qui vont permettre de continuer dans cette voie de l'objectivation du chiffre par le chiffre sondagier et permettre au sentiment d'insécurité d'être érigé comme un fait avéré et incontestable, en même temps qu'être une généralité qui un peu aveugle sur les réalités, la complexité de ces réalités. Contrairement à la presse écrite, la télévision des années 70 se montre plus prudente. Elle rechigne encore à représenter la montée en puissance, la montée des violences comme un phénomène de masse. Elle est plutôt mise au service, monopole d'État oblige, des autorités politiques en place, et elle donne écho aux mesures sécuritaires qui sont prises. De leur côté, les personnels politiques ont d'ailleurs bien compris l'usage qu'ils pouvaient faire de ce nouveau média. C'est la slide suivante. Par exemple, pour montrer que le gouvernement avait pris la mesure du problème des nouveaux phénomènes de délinquance urbaine, le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, organise en 1974 une série de descentes dans le métro, sous l'œil des caméras, bien sûr, c'est filmé au journal télévisé, ces fameuses opérations coup de poing qui marquent un tournant sécuritaire de la communication politique. Et ici, dans le récit, quand on l'écoute bien, ce reportage, la hausse des agressions de métro qui a motivé cette opération de communication est à peine mentionnée. C'est comme si le discours sécuritaire véhiculé par la télévision était davantage adossé sur des mécanismes de sécurisation des populations qui vont tenir à distance l'événement criminel anxiogène lui-même. Alors les choses changent, et ça c'est un graphique que je vous propose qui est tiré de ma recherche sur les faits divers. Dans les années 80, le récit criminel va connaître une très forte augmentation dans les journaux télévisés. Comme en témoigne donc, c'est un échantillonnage des conducteurs d'actualité des journaux télévisés depuis le début. Et entre 1985 et 2002, on le voit, et ce n'est pas un hasard si la création de l'IESI arrive à peu près à cette période de bascule, les 3 premières chaînes ont en effet multiplié par 5 en moyenne la place consacrée au récit criminel. Et en 2002, année électorale, il occupait environ 18% dans les JT de la première chaîne. Donc quand on observe la morphologie plus précisément au-delà de ce tableau des journaux télévisés, on voit que ces faits divers, ce récit criminel, s'est développé aux dépens de l'actualité internationale notamment, et qu'il a basculé dans la hiérarchie des contenus plutôt en première moitié du journal, alors qu'il était jusque dans les années 70 plutôt relégué invariablement dans la deuxième moitié. Donc sans surprise, ce redéploiement est aussi le produit d'une concurrence plus exacerbée qui se joue désormais entre les chaînes à partir du milieu des années 80, et le fait divers était à la belle époque et est toujours un prescripteur d'audience, et les chaînes en font la promotion dans ce format de l'information télévisée. Slide suivante. Cette inflation du récit criminel, on voit par le chiffre, a pour conséquence d'alimenter, j'en reviens à ma question, une vision disproportionnée des réalités criminelles, du moins celles que reflètent les statistiques policières, qui servent précisément, je le disais, de source au journalisme, mais qui traduisent avant tout, on le sait, l'activité des services de police. Et lorsqu'on compare, j'ai essayé de comparer, pas strictement sans les chiffres, mais les dynamiques, l'évolution de ce taux de criminalité et le récit criminel sur la première chaîne de télévision, on observe qu'il y a bien la construction de 2 réalités autonomes,
D'un côté, l'évolution assez régulière et modérée du taux de criminalité, c'est le diagramme, et de l'autre, les fluctuations très instables et disproportionnées du récit. Et on voit qu'en 2002, à l'occasion de la présidentielle, la télévision a joué un petit peu le rôle qu'avait tenu autrefois la presse écrite en construisant un discours plus anxiogène à renfort de reportages marqués par l'emprise de la statistique criminelle. Et on voit que juste après l'élection, ça retombe de manière tout aussi spectaculaire. La question est donc, la presse doit-elle nécessairement produire des récits quantitativement représentatifs des réalités sociales ? Et là, il y a un petit hiatus peut-être dans les reproches qui sont souvent adressés aux médias, aux journalistes, de fausser les représentations. La presse, par définition, privilégie l'exceptionnel, le spectaculaire, parce que c'est l'exception qui fait l'événement, qui fait l'actualité. Et donc les médias, est-ce qu'ils doivent se conformer nécessairement à la statistique criminelle ? Il me semble que la liberté éditoriale des éditeurs reste un principe supérieur à cette injonction tacite de neutralité axiologique. Encore faut-il bien sûr que les reportages soient honnêtes et construits dans le respect des règles de déontologie. Et mon dernier point, plus rapidement, c'est la prochaine slide. On en a un peu parlé lors de la précédente table ronde. Quel est l'impact de la médiatisation des affaires criminelles sur les institutions judiciaires ? On a vu que cette inflation-là, des récits criminels quantitativement dans les médias, télévisuels en tout cas, à partir des années 80, va accroître la pression sur les institutions en charge des missions de sécurité, d'enquête et de justice. Et donc c'est aussi à ce moment-là qu'elles vont comprendre, à l'occasion de dysfonctionnements, l'importance de la communication et chercher à maîtriser leurs paroles ainsi que leur image dans les médias. Donc la première institution, peut-être, qui fait son communicational turn, c'est la gendarmerie. Il n'est pas anodin, on le voit, comme on le disait tout à l'heure, de noter, comme l'expliquera le chef escadron Charles-Édouard Anfray dans la revue de la Gendarmerie nationale, que cette prise de conscience se produit dans le sillage d'un fait divers retentissant, l'affaire Grégory, en 84, qui avait... les gendarmes étant directement au contact des journalistes avaient été malmenés au cours de cette enquête et ils avaient été décédés au profit de la police. Donc l'objectif par la suite a été de transférer la communication externe de la base vers la hiérarchie en créant des dispositifs régionaux pour répondre aux sollicitations de la presse, dont je parle sous le contrôle des gendarmes ici présents. C'est dans ce contexte-là qu'avait émergé le PAV, le Bureau Presse et Audiovisuel, qui avait servi d'interface entre l'institution et les médias. Petite remarque aussi en passant, il n'est pas anodin de constater que le numéro anniversaire de cette revue institutionnelle de la Gendarmerie nationale avait pour thème la communication et l'impact, les enjeux de médiatisation. Donc c'est dire si le sujet avait une importance. Ma slide suivante, c'est là aussi, ça nous renvoie à quelque chose qu'on a bien évoqué tout à l'heure dans la précédente table ronde, c'est le parquet, le tournant communicationnel qui va intervenir un petit peu plus tard. Donc, jusqu'alors, les failles du système basé sur l'absence d'organisation de la prise de parole publique, voire l'absence totale de parole publique, existaient, mais il a montré brutalement toutes ses faiblesses lors de l'affaire d'Outreau, et on a vu comment l'institution avait compris que face à la pression médiatique, finalement, la solution la plus simple, c'était d'organiser la prise de parole publique. Donc des formations de média training qui ont commencé à être proposées aux magistrats au début des années 2000, tandis qu'à l'ENM, des modules d'enseignement aussi ont été instaurés pour traiter des questions de relations justice et médias. Le résultat, c'est que, par exemple, la figure du procureur de la République est devenue une figure importante des récits médiatiques, bien identifiable par les publics. Les conférences de presse sont parfois retransmises en direct sur les chaînes d'information continue et sont des moments importants pour redonner du sens aux événements qui surgissent de manière incohérente et anxiogène. Nous travaillons sur nous faisons des enquêtes de réception qualitative sur les attentats auprès des publics et cette enquête nous montre que les publics ont trouvé du réconfort et de la réassurance en écoutant notamment les points presse de François Molins lors des attentats. Donc en guise de conclusion, c'est ma dernière slide, que retenir aujourd'hui du passé pour aborder les enjeux de médiatisation, des questions de sécurité dans le nouvel écosystème médiatique ? D'abord, si l'émergence des chaînes d'information continue et des réseaux sociaux ont accru, il est vrai, la pression sur les journalistes,
Il me semble que ce nouveau régime d'information n'a pas fondamentalement changé ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire la mise en récit des questions de sécurité dans les médias à travers cette structuration entre discours objectivants et discours émotionnels. Les menaces criminelles changent et elles changent vite. Il y en a qui disparaissent aussi, on n'en parle pas. Mais ces récits sont toujours à peu près structurés de la même façon. Leurs volumes, par contre, sont plus ou moins fluctuants et perméables aux stratégies des autorités politiques selon les époques. Donc l'enjeu pour les journalistes, confrontés à la défiance des citoyens d'une part et aux contraintes d'une production immédiate de l'information, c'est donc bien de faire la preuve, comme autrefois finalement, comme sous le RTF, de leur capacité à s'affranchir des stratégies institutionnelles et politiques sur les enjeux de sécurité en proposant des cadrages interprétatifs diversifiés par la multiplication des points de vue et le croisement des perspectives. Pour preuve, pour avoir un exemple, dans les médias, on a vu récemment le spectaculaire basculement qui s'est opéré de ce cadrage interprétatif sur la question des violences policières dans la crise des Gilets jaunes. L'enjeu est aussi d'abandonner les anciennes montées en généralisation abusive qui étaient courantes autrefois, pour être capable de restituer toute la complexité, on le voyait dans certains reportages, sur le terrain, de toutes ces réalités criminelles et de leur réception, de ce qu'ils font aussi sur les publics. Donc ces enjeux ont besoin du patient travail, d'enquête journalistique. Et dans un système démocratique menacé, la compréhension de ces enjeux par les publics repose plus que jamais sur la solidité, l'honnêteté et l'indépendance de l'information pour contrer les éventuels effets des algorithmes. Je dis éventuels parce qu'on les surestime peut-être un peu parfois, et ce bien réel et dangereux à mon sens de la circulation des théories du complot sur les réseaux sociaux. Du côté des institutions, dernier point, ce nouvel écosystème médiatique soumet les institutions judiciaires à une forte pression à travers un mode d'interpellation plus direct et visibilisé sur les réseaux sociaux de la part des citoyens. Et donc l'enjeu est plutôt d'organiser des réponses institutionnelles à ces interprétations individuelles et désintermédiées. L'enjeu, à mon sens, aujourd'hui, n'est pas tant la question des médias traditionnels, de la télévision, de la presse écrite. Il y a, on l'a vu avec les attentats, des dysfonctionnements et ils sont repérés et sanctionnés. Mais c'est bien le cadre numérique, les réseaux sociaux. Quand on voit une vidéo qui circule sur Facebook au moment de l'attentat de Christchurch, par exemple, quid de ce cadre réglementaire? Pourquoi ces images interviennent? Qu'en faire? Comment les empêcher? C'est toute la question qui est l'enjeu, je pense, pour l'avenir de votre institution. Voilà. Merci de votre attention. Je suis désolée pour les raccourcis, mais c'était assez compliqué de synthétiser ces questions en quelques minutes. Merci.